Greece could rule the world. Why is it, Master? In myth, these lands you speak of are known. India, where Heracles and Dionysus traveled. All these men who went east, Theseus, Jason, Achilles, were victorious. From generation to generation, their stories have been passed on. Why? Unless there is truth to them. Tales of Amazons, Minotaurs, Gorgons, Icarus flying into the sun. No, Alexander. Only common people believe these tales, as they believe most anything. We are here precisely to educate ourselves against such foolish passions. But if we are superior to the Persians, as you say, why do we not rule them? It has always been our Greek dream to go east. My father long wants it. The East has a way of swallowing men and their dreams. But still, to think it's these myths that lead us forward to the greatest glory. Why is it wrong to act on them? I can only warn you, not teach you. Beware of what you dream for. The gods have a way of punishing such pride. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut l'équipe, vous allez bien dans En attendant Godard, saison 18, épisode 44. Cette semaine, émission Sandales, Jupette et Biscotto. Nos destins sont des longs métrages sans remise de César et la justice a le pouce de Jules César. La vie n'est qu'un battement de cils, la mort n'est qu'un pouce vers le sol. La vie n'est qu'un pouce vers le ciel, la mort sera la fin du péplum. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Médine avec la chanson Péplum. Nous allons donc parler ce soir de Péplum, à l'occasion notamment de la sortie chez Rimini des Titans de Duccio Tessari. Mais nous pouvons aussi signaler depuis plusieurs mois une sortie de salve de Péplum divers et variés, italiens principalement, chez Artus Film. Et pour parler de ce jouet programme, autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il a carrément fleuré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Et on notera en bon opportuniste que nous sommes, que nous faisons l'émission Péplum avant la sortie de l'Odyssée de Christopher Nolan, exactement, qui sort le 15 juillet prochain. Et qui sera diffusé à minuit à l'Arvor. Oui, en avant-première, ça c'est vraiment leur c'est truc, pour les geeks. Leur truc de petit racoleur là, minable. Mais donc, docteur, vous êtes là aussi pour en parler. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et à la mission de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Ah, oh, ça oui, c'est du bon travail. Donc les agendas locaux pour commencer sur quelques petits trucs de l'été à l'Arvor. Il y aura plusieurs choses, notamment des cycles. Pour les jeunes, il y aura un cycle robot, voilà, avec plein de films d'animation ou non avec des robots. Et pour les adultes, il y aura Vacances J'oublie tout qui a commencé la semaine dernière avec Wake in Fright, mais il y aura aussi Voyage à Rome, Voyage en Italie, Voyage à deux, du Satyagitray, c'est exactement beaucoup de voyages. Du Ozu. Voilà, alors que Thibaut vient de démarrer un hélicoptère derrière nous parce que dans le studio la clim ne marche toujours pas, donc ne vous étonnez pas s'il y a un léger souffle derrière nous. Hein. J'espère que ce n'est pas trop parasite comme on dit. Bon, on nous entend un peu, ouais, on l'entend un petit peu. Mais on nous pardonnera, il fait chaud chez les gens aussi. Il fait quand même abusément chaud. Ils peuvent comprendre. Donc voilà, ces petits cycles de l'été au cinéma Arvor. Le TNB est toujours fermé l'été et le pâté va passer ce qu'il peut. Hein, voilà. Ouais. Ils passeront notamment Triple R parce qu'ils n'ont tellement rien à passer qu'ils récupèrent les films que l'Arvor voulait passer. Donc voilà, Triple R de Rajamouli qui ressort le 29 juillet. Ouais, j'ai vu qu'ils avaient passé Ega le même soir où c'était passé à l'Arvor. Exactement. Je me dis, où les méchants, la séance où les vilains, à l'Arvor qu'on présente
chantait avec Le cinéma est mort était à 20h15 et il passait il y a 21h30. Donc limite si t'avais loupé le début, tu pouvais aller le voir après. Ouais, voilà. Ou tu peux aller voir deux fois le début. Exactement. 2 fois les 3 premiers quarts d'heure. Exactement. Puisque c'est bien connu que c'est la meilleure partie du film. Bah oui, bien sûr. C'est 45 c'est premières quand même minutes. le consensus. Sinon, de quelques sorties de l'été, bien donc, Thibault le disait, il y aura l'Odyssée de Christopher Nolan avec Matt Damon. Voilà, qui sort. Ça a l'air sérieux comme tout. Ah bah ça... Donc, Il y a l'air d'avoir du froncement de sourcils. Christopher Nolan, la fantasy, c'est pas vraiment son truc. On va pas se le cacher. Il y a du froncement de sourcils et de la barbe touffue. Ah oui, de la barbe sérieuse. Ouais, quoi. de la barbe gris, voilà, un peu grisâtre, un peu bien, voilà, un peu bien fourni. Autrement, dans un autre style, il sort demain. Il y a le nouveau Evil Dead Burn, réalisé par un Français avec Souhaila Yacoub. Les retours sont plutôt pas mal, mais bon, j'en ai un peu rien à foutre quand même. Evil Dead, c'est quand même fini depuis 30 ans. Je suis un peu plus intéressé par le Resident Evil de Zach Cregger qui doit sortir à la rentrée. Ah oui. Je me dis peut-être qu'ils vont réussir à faire un Resident Evil qui fasse vraiment peur et qui soit vraiment intéressant à regarder. Tu penses que ce sera différent des films de Paul W.S. Anderson ? Il y a des chances quand même, quoi. Ou de Bienvenue à Raccoon City, que tout le monde a oublié. Ah oui, oula. Parce qu'il y en a eu qui sont sortis entre-temps et que tout le monde a oublié. Voilà. Bienvenue à Raccoon City, sorti il y a 3-4 ans. Aucune idée. Puis personne ne sait. Mais je l'ai pas vu non plus. Donc, Autrement, c'est le retour d'un revenant au cinéma, en tout cas. C'est le nouveau film de Greg Garacki qui s'appelle I Want Your Sex. Au moins, on sait... mérite d'être clair. Au moins, on sait à peu près où on met les pieds avec Greg, puis avec un titre assez explicite. Mais en tout cas, on est très curieux de voir ça. Parce que je crois qu'il n'a pas fait de film pour le cinéma depuis White Bird. En 2013 ou 2014. Il a fait une série télé entre-temps. On en avait parlé ici de White Bird. C'est un très beau film. Ouais. Mais ça nous rajeunit pas, tout ça. Non, exactement. Sinon, il y a le nouveau film de David Robert Mitchell, The End of Hawk Street, avec Ewan McGregor. Ça, je suis curieux. Avec un bout de ville est catapulté à l'époque des dinosaures. Curieux. Why the fuck not? Moi, je prends. Il y a Soudain de Hamaguchi avec notamment Virginie Efira qui a gagné le prix interprétation meilleure actrice. Ouais, c'était deux, je crois. Les deux comédiennes principales, meilleure actrice au dernier festival de film de Cannes. Il y a aussi la Palme d'Or Fjord qui sort de Christian Mungiu. Ouais, ça va sentir là, ça va être une grosse comédie, ça. Je sens que ça va être vraiment la rigolade. Mais c'est plutôt bien, Christian Mungiu. Donc. Fin d'été, il y a le nouveau film de Sir Ridley Scott, The Dog Stars. Il y a beaucoup de films avec des histoires de chiens. Oui, il y en a aussi un qui a l'air tout pourri à chier de David Ayer avec Brad Pitt. Ouais. Ça, on peut être sûr que c'est à chier. Est-ce que c'est David Ayer qui est quand même vraiment... à chier. Ah bah ça, clairement, au moins, il reste constant. Autrement, il y a la nouvelle comédie des frères Bougueraba après Les Secpa notamment, qui s'appelle La Nirvana, qui est là un peu un genre de exploitation avec de la drogue. La bande-annonce vend pas trop du rêve, mais je leur fais confiance un peu quand même pour avoir ma barre de rire. Et sinon, sortira tout début septembre, juste avant notre reprise. On l'attendait bien évidemment, le documentaire sur la reformation d'Oasis. Ok. Là, il y aura des larmes, Thibaut, il y aura de l'émotion, il y aura de larmes faciles, de l'arnaque. On va le faire en émission, il va falloir que je regarde ça, moi, ou pas? Peut-être. Peut-être. Non, t'es pas obligé de le regarder, parce que je m'en fous. On verra, mais si... Ça sent un peu la... ça sent un peu la retape, cette histoire, non? C'est totalement de la retape, totalement de l'autopromo et de l'autosatisfaction, mais il y aura probablement plein de blagues et de mauvais esprits avec les frères Gallagher et des moments d'émotion qui se retrouvent sur scène. Et des mélodies. Tant qu'il y a des mélodies. Et des pains dans la gueule éventuellement. C'est fini, c'est du passé. Ils ont grandi maintenant. Ils ont mûri. Ils ont passé 50 ans maintenant. Donc, exactement. Bref, c'est donc quelques petites panouilles de l'été d'où nous reparlerons peut-être ou pas à la rentrée, puisque donc c'est notre avant-dernière émission spéciale donc, et d'ailleurs nous allons passer à la section critique de cette émission, retourner au temps béni du sable, des sandales et des mecs hyper musclés comme nous, et nous allons diriger vers le péplum. En 1914, l'année de la Grande Guerre, le cinéma italien invente la superproduction antique. Cabiria, de Giovanni Pastrone, est le premier péplum. Le mot n'existe pas encore, mais un nouveau genre est né. 2 ans plus tard, Hollywood répond à l'Italie. Griffith tourne Intolérance, qui donne au genre ses codes et son écriture. La démesure des décors, saisie en plan d'ensemble, avec la fameuse grue. La foule des figurants, qui remplit l'écran. Le fracas militaire. Au temps du muet, le 7e art raconte la grande histoire, en rejouant les temps anciens. Et d'emblée, le fantasme l'emporte sur la réalité historique. Car ce qui compte dans le péplum, c'est le spectacle. Ce qui compte, c'est l'émotion. On va au cinéma pour voir les exploits des héros. On crie dans la salle, comme le public au cirque.
Kraken. Tendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait de l'émission Blow Up par Frédéric Bass, justement sur l'historicité du péplum, suivi d'un extrait de la bande originale de La Guerre de Troie de Ferroni par Giovanni Fusco, et évidemment d'un très court extrait du Choc des Titans de Louis Leterrier, dans lequel Liam Neeson en Zeus impose de Raise the Kraken. Avec un accent irlandais à couper au couteau. Bah évidemment, parce comme tout bon dieu grec qui se respecte. Exactement, comme dans le Alexandre de Oliver Stone qu'on a entendu en pré-générique de cette émission, où il y avait toute une foultitude d'accents des quatre coins du monde, parce qu'Oliver Stone s'est dit à l'époque la Grèce était cosmopolite, alors pourquoi pas. Effectivement. Et pourquoi pas, parce que le pourquoi pas, ça serait peut-être un peu ce qui pourrait caractériser, enfin une des caractéristiques du péplum, le pourquoi pas. Avec what the fuck. Avec si on peut le faire, pourquoi pas. Parce que donc on revient un petit peu à l'occasion justement de la sortie des Titans de Duccio Tessari chez Rimini, ce très chouette péplum de 1962, péplum un peu tardif déjà, mais qui est vraiment dans la vague italienne donc du péplum. On va essayer de revenir un peu sur ce qui fait les spécificités du péplum. Le péplum en général, c'est plutôt un genre de film qu'on caractérise qui se passant dans l'Antiquité et tout autour du bassin méditerranéen, notamment dans les empires romains, empire grec, empire égyptien, et on va dire un autre versant qui serait vers le Levant, vers la Judée, pour un versant un peu plus biblique de ces histoires. Tout cela pouvant bien évidemment se mélanger, parce que c'est un des genres du cinéma, un peu comme le western, qui a cette capacité quasiment de pouvoir aspirer tous les autres genres, à part peut-être le polar ou le film noir, alors que c'est soluble dans le western. Mais dans le péplum, il y a eu tout un tas de variations, du fantastique, du merveilleux, du film purement historique, du mélodrame, du film de culte, de la comédie polissonne. Donc voilà, il y a vraiment tous ces genres qui peuvent s'incorporer dans ce genre a priori historique, en tout cas dans le cadre du film en costume, on va dire, parce que donc en tout cas costume donc de l'Antiquité, à l'époque où tout le monde adorait porter des jupettes, notamment les garçons adoraient porter des jupettes très courtes et les femmes des robes très longues. Parce que pourquoi pas. Au tempora, au mores. Exactement. Et donc, personnellement, le péplum, c'est un des genres du cinéma que j'adore, notamment dans sa veine italienne de la fin des années 50, début des années 60. Parce que je crois que c'était Yves Boisset qui en parlait dans une interview pour le hors-série de cinéma italien de genre de Mad Movies il y a une vingtaine d'années, qui était coordonné par Fatih Bedia. C'est un genre qui est formidable parce que c'est vraiment de la fantaisie gravée sur celluloïd. C'est un genre où il n'y a quasiment pas de chef-d'œuvre ou très peu de chef-d'œuvre, mais où c'est globalement quand même toujours hyper chouette à voir, parce que ce sont des films d'aventure, ce sont des films d'action, ce sont des films hyper romanesques avec un souffle, dans les meilleurs cas quand même vraiment extrêmement efficace, notamment dans les films de Freda, les films de Ferroni et compagnie. Mais le péplum, c'est a priori un sous-genre assez italien, alors qu'évidemment les origines sont plutôt multiples que ça. Les origines sont françaises. Bass en parle un peu dans son épisode de Blob, justement. Les origines, ça remonte justement aux années 10 et aux années 20, où il y a déjà une volonté de super production mythologique, historique, avec notamment donc le Cabiria de Pastrone et le Intolérance de Griffiths. Thibaut. Oui, alors si on veut refaire un point vraiment historico-technique, le péplum est un genre français parce que le premier péplum date de 1897. C'est Néron essayant des poisons sur des esclaves, et c'est une production des Frères Lumière, réalisée, me semble-t-il, par les frères Allot et par Georges Allot, pardon. Donc voilà, c'est une bobine, ça dure 1 minute, mais au moins les codes dramaturgiques finalement sont déjà là, parce que en sous-genre, en sous-texte, ça parle de puissance, ça parle de trahison, et ça parle de nœuds dramatiques comme l'empoisonnement, qui est assez légion dans le péplum. Il est à noter aussi que le péplum, alors c'est compliqué parce que le péplum, vraiment c'est un genre, et pourquoi pas, et où est-ce qu'on peut insérer le film stricto sensus biblique, tel que La vie de Jésus, comme Alice Guy a pu en réaliser. Donc la première, il me semble que c'est une des toutes premières itérations de la vie du Christ qui a été réalisée au cinéma. D'autant que je précise que le terme péplum, en fait, est un terme assez tardif qui apparaît justement à la fin des années 50, début des années 60, et en fait est un terme plutôt de journaliste, ou en tout cas d'attaché de presse, pour essayer de définir ce genre de film antique, parce que péplum, à la base, c'est une pièce de vêtement justement antique, et pour caractériser ce genre
de grandes productions ou non d'ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de séries B, voire parfois de la série Z, mais en tout cas de ce film d'aventure antique en costume. Comme il y a le western, comme il y a le film noir, on va dire, ça s'appelle le péplum. Sachant qu'aux États-Unis, ça s'appelle pas le péplum, ça s'appelle Sword and Sandal. Ouais, Sword and Sandal, un peu comme il y a le Swashbuckler pour le film de KPDP. Voilà, donc pour les films de KPDP, les films d'action, tout ça, c'est des termes un peu plus spécifiques européens, on va dire. Mais effectivement, dans le cadre du péplum, en tout cas du Sword and Sandal, il y a donc, comme je disais, comme il y a tout le bassin méditerranéen, pour tout ce qui se passe plus vers le Levant, ça va être évidemment tout le versant plus biblique, les grandes productions qui parfois peuvent mêler les uns les autres. Le Ben-Hur de Wyler, c'est à la fois un film sur l'Empire romain, mais aussi sur la naissance du christianisme. C'est ça. Donc on pourrait mettre de côté finalement le film stricto sensus biblique, par exemple. Est-ce que... Les 10 commandements, par exemple. Alors les 10 commandements, est-ce que c'est un péplum ? Est-ce que... Oui, parce qu'il y a quand même cette dimension fantastique quand même. Qui est quand même très présente. L'idée des dieux, que ce soit les dieux ou le dieu. Est-ce que La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese est un péplum ? La question mérite d'être posée parce que la définition est vraiment extrêmement large. Le film biblique, c'est quasiment un sous-genre dans le péplum, on peut dire. Mais alors la légende dit que le terme péplum a été inventé par Bertrand Tavernier et la bande du cinéma MacMahon à Paris. J'ai essayé de croiser les sources. Il n'y a que l'excellent site par ailleurs le Ciné-Club de Caen qui valide cette légende, mais dans les bouquins, j'ai notamment un bouquin devant moi, là, le genre et mouvement au cinéma de Vincent Pinel, Bertrand Tavernier n'est pas cité. Mais l'invention des termes, comme le terme punk, le terme grunge, tout ça, c'est un peu poreux et sujet à caution. La légende, en tout cas, va dire. Le cinéma étant un art de l'histoire, de la histoire avec un petit H, ou des histoires, du coup, moi je m'insère... Du mensonge 24 fois par seconde. Exactement, du coup moi je m'insère là-dedans. Mais ce côté justement, cette espèce de difficulté à définir finalement le péplum, je pense que ça repose aussi en grande partie sur le fait que ça repose sur un paradoxe qui, moi je trouve, fait tout l'intérêt du genre, qui est le fait de mettre ensemble des choses complètement improbables avec des choses historiques. C'est-à-dire d'associer vraiment une espèce de... La mythologie, une espèce de vérité historique, ça s'est passé comme ça, il y a eu telle victoire, il y a eu tel empereur, il y a eu tel machin, et de mettre des dieux, que ce soit les dieux monothéistes ou les dieux polythéistes, de mettre tout ça et de croiser de toute façon de manière permanente le vrai et le faux, enfin le vrai et le faux, le crédible et l'incroyable. Et surtout plus encore dans les films avec une religion polythéiste, par exemple, c'est de personnifier et de montrer les dieux, ce qu'on a souvent moins dans le film biblique, à part le Christ. Ce qui apparaît pas, alors ça justement c'est intéressant dans les suppléments des Titans, c'est Aknin qui dit que finalement les dieux sont relativement peu représentés dans les films italiens. Dans les péplums américains, pour moi, dans mon souvenir, ils sont plus représentés, justement, le choc des Titans, Jason et les Argonautes. Dans mon souvenir, les dieux on voit l'Olympe, ils sont là en toche blanche, ils font des grands discours. En train de se planter la barbe, puis de regarder un lac où il y a le monde qui se passe. Voilà. Et donc il y a une espèce d'idée de divinité surplombante, alors que dans les péplums italiens, les dieux sont là, mais en arrière-plan, quoi. Ils apparaissent relativement peu. C'est plutôt le bestiaire, en fait, qui est le bestiaire mythologique qui va être convoqué, beaucoup plus que les divinités en tant que telles, quoi. Ou les mythes, par exemple, dans les Titans, on voit Sisyphe, on voit Tantale, il y a Massiste va en enfer, où justement on verra Hadès, on verra le Styx, on verra les Cyclopes, on verra les Titans. C'est quand même le style du film, là, pour le coup de Ferronnet, mais il y a de ça, effectivement, il y a quelque chose de plus pop, mais en laissant un petit peu le côté puissance divine. Alors sachant que même quand c'est de la mythologie, les Titans par exemple, j'ai fait un peu mon boulot sur les Titans. J'ai un peu vérifié les différents personnages pour voir s'ils avaient bien une histoire ensemble. Alors en fait pas du tout. Ah non, mais pas du tout. Cadmos c'est le roi de Thèbes, il a rien à foutre en Crète. Hermione c'est encore autre chose. Antiope c'est pas sa fille. Souvent effectivement c'est un peu la foire à la saucisse où ça mélange à la fois des mythes romains et des mythes grecs, parce que d'un coup dans le film on parle de Jupiter puis après on parle de Zeus. Bah oui, parce que certes c'est l'équivalent, mais puis en italien ça fait plus sens de parler de Jupiter que de parler de Zeus. Même si les caractéristiques de Zeus ou de Jupiter varient aussi selon les auteurs, selon qu'on soit chez Homère, chez Ovide, chez Virgile, il y a toujours des variations, comme de toute façon dans tous les textes mythologiques ou même sauf bibliques, sur le fait que c'est sans doute une des premières grandes figures d'agresseurs sexuels de la culture populaire, Zeus, qui est quand même la mauvaise habitude quand même de débarrouler sur Terre, soit sous sa forme humaine, soit sous une forme animale, pour aller copuler avec des simples mortels, sans trop leur demander leur avis d'ailleurs. En même temps, c'est un dieu. Oui, bah oui. Ça montre que c'est...
Mais de toute façon, les dieux, c'est un peu des connards, de toute façon. Ça a toujours été un peu des connards. Dans les religions polythéistes, que ce soit chez les Grecs ou chez les Romains. C'est toujours un petit peu des gros connards, quand même, quoi. Et qui jouent avec les humains. C'est même le principe de la tragédie, d'ailleurs. C'est le fait de jouer avec les humains et d'utiliser le destin, en fait, alors qu'eux ne veulent pas. Et de les pousser vers un destin qu'ils refusent, en fait. Et voilà, ce qui est évidemment un sujet très, très intéressant autour de la question du destin humain. Ouais. Thibaut. Le Péplum n'est absolument pas un film historique, vraiment, même si certains réalisateurs ont pu travailler la véracité ou du moins l'authenticité de certains costumes. Je pense que pour les Américains, les 11 commandements de 2000 est un documentaire. Oui. Alors après, on y reviendra un petit peu sur le Péplum américain. Pour les décors, il y a un peu d'authenticité, parce qu'en Italie, il y a ce qu'il faut. Pour le décor, les costumes, en fait, tout ce qui est en la direction artistique, ici, il y a quand même une tentative d'authenticité. Alors, des fois, les Titans s'est tourné en Espagne. Bon. Des fois, puis Louis Terrier, il s'est dit que, en fait, non. Tu vois, par exemple, là, on parlait de l'Odyssée de Nolan qui va sortir la semaine prochaine, et aux premières bandes annonces, tu avais des réactions un petit peu moqueuses sur les costumes, sur le casque d'Agamemnon et compagnie, disant ouais, mais c'est pas réaliste, c'est pas crédible. Mais en soi, le Péplum est rarement un genre réaliste, sauf que Nolan, pour le coup, lui, souvent, il a tendance à traiter ses films de manière réaliste, ou en tout cas véracible. Ce qui, pour le coup, c'est avec entre les costumes un peu fantaisistes qui, justement, font très péplum italien, des casques immenses, des trucs démesurés, des costumes et des armures, surtout, qui ne sont absolument pas d'époque. Et c'est vrai que, pour le coup, tu dis, il y a une genre de dichotomie entre ce qu'il veut faire habituellement et, on va dire, la vérité, entre guillemets, du péplum. Comme tu le disais, le péplum, pour moi, lorgne beaucoup plus vers le film d'aventure, voire carrément le film fantastique, mis à part les sous-genres un petit peu bis, série C et série Z, donc tu en as parlé Thomas, un petit peu de film érotique, un petit peu de vampire de ci, de là, mais vraiment, c'est l'historicité de ce qui est raconté n'est vraiment pas la problématique principale des réalisateurs. À une exception près, quand même, pour moi, qui est quand même l'un des meilleurs péplums américains, qui est La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann. Oui, on en parlait avant. Qui est justement un péplum pas du tout fantastique, qui est un péplum qui historiquement, moi je suis pas un spécialiste, mais qui historiquement est quand même essaye d'être relativement proche de la période historique, de la période historique qu'il définit, qui est donc la fin du règne de Marc Aurèle et le début du règne de Commode, ouais. C'est ça. Qui a été plagié par John Logan pour son scénario de Gladiator, donc le film Ridley Scott en 2000. Complètement. C'est totalement un plagiat complet. C'est exactement la même histoire. C'est la même histoire, mais avec moins de couleurs et moins bien mis en scène. Ah. Et moi, je suis un grand fan de La chute de l'Empire romain, qui est vraiment presque un film à part pour moi, qui est vraiment presque une espèce de péplum à part, en fait. Parce qu'il n'y a pas ce côté fun dans La chute de l'Empire romain, c'est vraiment La chute de l'Empire romain. C'est-à-dire que c'est funèbre, quoi. C'est une note funèbre à une civilisation qui meurt, en fait. Des caractéristiques du péplum hollywoodien, on va dire, c'est moins sur le côté fantaisisme, mais justement plus à la fois sur un côté mélodramatique et une volonté presque de faire œuvre pédagogique. Dans un autre style, t'as le Cléopâtre de Mankiewicz avec Burton et Taylor, qui est à la fois d'une telle démesure pour essayer de retrouver le faste de l'époque, mais qui marque aussi la fin d'une époque du cinéma hollywoodien. Il y a ça dans Intolérance de Griffith, qui est un film démesurément démesuré. Et pour moi, ça c'est lié vraiment aussi au fait que ça soit américain. Faut pas oublier que les Américains, pour eux, l'Empire romain, c'est pas l'héritage. Pour nous, c'est un héritage culturel, l'Empire romain. C'est une logique. Il y a une logique, tu vois, mais historique pas entre nous et l'Empire romain. C'est pas qu'ils n'ont pas d'histoire. C'est qu'ils ont été obligés de se construire une histoire. Donc du coup, l'histoire, comme le Moyen Âge par exemple, apparaît toujours dans le cinéma hollywoodien comme une espèce de fantasme d'un ailleurs, en fait, qu'ils auraient entre guillemets perdu. Ce qui n'est pas totalement vrai, puisqu'une partie quand même des habitants des États-Unis, la partie blanche en tout cas, vient d'Europe. Oui, mais bon, tu veux dire, les Polonais, ils n'ont pas grand-chose à voir avec l'Égypte. Hein. Non, ils n'ont pas grand-chose à voir avec l'Égypte. Mais par contre, tu vois, il y a c'est un truc que j'aime bien, même ce rapport à la religion. Après aussi, cette espèce de volonté d'essayer de donner un truc côté pédago pour raccrocher les wagons justement. Après, tu vois aussi sur Rome, civilisation, Rome aussi fascine, enfin l'époque romaine en tout cas. La notion d'empire, ça les fascine de toute façon. Fascine complètement. Le côté empire, en plus maintenant c'est vraiment le côté empire surpuissant, le côté masculiniste et compagnie, même si souvent dans les films c'est mis à mal, ou dans les séries, notamment dans l'excellente série en 2 saisons de Bruno Heller et John Milius,
Donc Rome, qui date du début des années 2000, qui était une production démesurée de la part d'HBO, qui malheureusement a coulé. Mais c'est dommage parce que c'était super mais qui était ambitieux. vraiment une série passionnante et qui, pour le coup, en termes d'historicité plus que de véracité historique, avait quand même des choses réellement intéressantes. À ne pas confondre avec Spartacus, que l'on avait surnommé à l'époque Spartacus, parce qu'il y avait beaucoup de nichons quand même dans cette série. Le Game of Thrones, c'était Game of Thrones, mais c'est ça. Un peu à la mode 300 parce qu'il y avait des ralentis partout, une photo dégueulasse. C'était et avec beaucoup de cuisses et beaucoup de fesses. Lucie Lawless notamment. Il y avait beaucoup de gens tout nus, des garçons comme des filles. Thibaut. Quoi qu'il en soit, on peut, je pense, distinguer deux courants dans le péplum. Il y a le courant américain, on en parlait, et peut-être que la chute de l'Empire romain d'Anthony Mann scelle. Est-ce que c'est un péplum crépusculaire comme il y a eu un western crépusculaire? On peut se poser la question. En tout cas, il scelle jusqu'à l'arrivée de Gladiator de Ridley Scott. Il scelle la fin du péplum américain. Et puis il y a l'école. Alors, l'école américaine, juste pour terminer sur l'école américaine, alors c'est c'est vraiment des super péplums, c'est des super productions avec des couleurs absolument chatoyantes. Les deux baignures, le baignure muet est super. Le baignure muet de Niblo, il est absolument super. Exceptionnel. Avec des effets spéciaux de dingo. D'ailleurs, c'est mon coup de cœur. Mais on est ici dans un péplum où on se réapproprie l'Antiquité pour finalement essayer de faire une apologie du christianisme en tant que religion d'État. Et de l'impérialisme, par contre-coup, quelque part. Et de l'impérialisme, et de lutter un petit peu contre des tyrans qui étaient assoiffés de pouvoir en Europe. Mais du coup, mentalement, les Américains reprennent ça pour, on va dire, légitimer la construction des États-Unis. Et ils l'ont fait aussi avec l'Égypte, la terre des pharaons, de Hawks. Enfin voilà, ils l'ont fait un peu avec tout. Ah ouais, ils l'ont fait un peu avec tout. Et puis à côté de ça, il y a le versant italien. Alors le versant italien est absolument spectaculaire, passionnant. On peut dire, on en voit de toutes les couleurs. Kitsch aussi, il y a plein de trucs kitsch qui sont super mignons. Il y a quand même. On pourrait dire que franchement, la naissance du péplum en tant que super production, donc le super péplum, c'est le Cabiria de Pastrone. Ce film est 1914, la même année que Naissance d'une Nation. Mais avant Naissance d'une Nation. Oui, c'est peut-être c'est la même année où justement des deux côtés de l'Atlantique, il y a. En fait, Griffith voit Gabiria, il se dit c'est ça que je veux faire. Voilà. Ceux qui à l'époque sont parmi les. Il y avait 3 pays à l'époque qui sont vraiment en termes de production de cinéma extrêmement puissants. Donc il y a l'Italie et la France en Europe et les États-Unis de l'autre côté, où chacun essaye un peu de se tirer la bourre pour savoir qui réussira un peu à être le patron et en fait à créer un langage aussi cinématographique avant que des boules les soviets foutent un petit coup de pied dans tout ça. Cabiria, il faut bien se rendre compte de la puissance. Clan quand même dans Cabiria. Il faut se rendre compte de la puissance de Cabiria, c'est que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, c'est un des plus grands films du monde. En tout cas, c'est clairement un des films qui en termes de langage a été les plus marquants et les plus décors absolument spectaculaires. Exotisme, en veux-tu, en voilà. L'aventure se passe dans tous les 4 coins de la Méditerranée. Et surtout, à chaque fois que je regarde ce film, je l'ai vu une paire de fois, je l'ai revu pour l'émission. À chaque fois que je regarde ce film, quand il y a un travelling, j'ai l'impression que c'est beaucoup. J'ai l'impression que c'est le cinéma qui avance. Ouais. Ils ont une puissance évocatrice, mais incommensurable. Même Griffith, à côté de ça, littéralement, il peut aller se coucher et faire dodo. D'autant plus qu'ils sont rares. C'est un film qui reste encore un film assez fixe. Ils sont puissants. Mais il fallait les faire les travelling. Parce qu'il fallait les faire les travelling. Et c'est vrai que tu sens effectivement le poids de la caméra et le poids de l'histoire. Ouais, exactement. Et après, il y a pourquoi Cabiria aussi est exceptionnel, parce que il y a un personnage qui va devenir un personnage fondamental du péplum italien, mais plutôt dans les années 50 et dans les années 60. C'est l'arrivée de Massiste. Ouais. Alors, Massiste, c'est qui ? C'est un monsieur qui est beau, c'est un monsieur qui est fort, c'est un monsieur qui est moralement impeccable. Mais du coup, voilà, Cabiria vraiment donne ses premières lettres de noblesse, peut-être les seules lettres de noblesse au péplum italien, avant qu'il vire dans des très beaux films, certes, mais un petit peu vers des ailleurs cinématographiques. Et tu me parlais tout à l'heure en off avant l'émission de Scipion l'Africain, le 37, donc film plus propagandiste déjà, plus national. Oui, fasciste. Oui. Alors, parce que ça correspond à la conquête c'est au même moment que la conquête de la Libye, de la Somalie. De la Somalie. Alors, l'Éthiopie, non ? De l'Éthiopie. Non, l'Éthiopie, pardon, autant pour moi. Alors,
L'Italie est Géographie, ultra puissante. Ouais, l'histoire, la géographie. L'Italie est ultra puissante dans les années 10. Puis après, il va y avoir un petit creux. En termes de cinéma. En termes de cinéma, en termes de péplum pur. Et puis en 1937, écoute, Benito a la bonne idée de se dire, mais tiens, dis donc, comme un petit peu les Américains, un péplum, la grande histoire de l'Italie, légitimer la colonisation, pourquoi pas? Et si on allait faire un tour du côté de l'Empire romain, vu que je me revendique de l'Empire romain, et allons voir... Et que je ressemble vaguement à Scipion l'Africain. Et allons voir ce que nous fait Scipion l'Africain. Donc le film est, si vous voulez, le film est disponible gratuitement sur YouTube. Hein, en français, mais on s'en fiche un petit peu. Oui, puis c'est voilà. libre de droit maintenant. Le film, on va pas se mentir, le film est un peu chiant. Le film est quand même assez fascinant parce qu'il y a des scènes de foule. Alors la dimension facho du truc, tu la vois, mais clairement, mais il n'y a aucune ambiguïté possible. À l'époque, ils se prenaient pour des winners, hein, les gars. Hein. C'était leur moment. Alors, hein, c'est moi qui gagnais, quoi. Oui, donc la dimension fasciste est, il n'y a pas de raison de se cacher. est incroyable. Hannibal. Quand on fait un film de propagande, on se cache pas trop. Hein. Non, généralement. Alors Carthage, vous connaissez la célèbre citation du Sénat romain, il faut détruire Carthage. Carthago delenda est. Il faut détruire Carthage. Alors là, Hannibal, il est montré en mode bestial total. Il rend les armes envers Scipion. Au terme d'un combat, je dois bien le dire, assez impressionnant, avec pareil des travelling. Qui réalise Alors je te dirai ça dans quelques instants. Avec des éléphants. Piège. Alors Thomas, ça c'est pour toi, parce qu'il y a des grosses bébêtes. Mais voilà. En fait, il n'est pas étonnant que le péplum soit réinvesti par le régime fasciste de Mussolini. Hélas, Carmine Gallone. Voilà. Okay. Hélas, il y a eu je sais pas combien de scénaristes. Du coup, il y a des sous-intrigues. On s'en fout. Et royalement, c'est quand même assez verbeux. On s'en fout. Mais royalement. Et le film a été un succès assez mitigé. Du coup, Benito n'était pas très très content. Et finalement, on s'est dit que... Du coup, à la Mostra de Venise, il a été primé du meilleur film italien avec la Coupe Mussolini. Eh bah oui, bien sûr. On est jamais servi par étant donné que la Mostra a été inventée par Mussolini pour, comme une figure d'auto-célébration et de célébration du cinéma allemand nazi. Bref. Donc c'est pas très surprenant. Quoi. Si on a envie de voir du cinéma de propagande fasciste, parce que ça fait quand même partie de l'histoire du cinéma, vaut mieux se diriger vers le genre ce qu'on appelait le genre des téléphones blancs. Donc des intrigues de salon où la famille, elle est belle, la femme, elle reste bien à la maison, et le mari, il est très très valeureux. Eh bien justement, on parlait de Massiste. Eh bien, on va y aller tout de suite. T'as vu Massiste? Boum 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 la banque. Tu l'as appelé Massiste? C'est marrant, quand j'étais môme, j'adorais les films de Massiste. J'ai toutes les cassettes. Restez bien, c'est con qu'on n'en fait plus. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait évidemment du Doberman de Yann Kounen, suivi d'un extrait du ciné-concert de Gojira sur Massiste en enfer. Car donc de Massiste et de tous ces héros avec fort muscle, à gros biscotto, donc nous continuons à parler du péplum, et là nous allons plus spécifiquement parler du péplum italien et de son linge d'or, qu'on date à peu près du milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 60, parce que comme nous en avions parlé il y a quelques semaines à l'occasion de la sortie du livre de Jean-François Roger sur le cinéma italien, des années de plomb, justement un peu sur cette succession de genres qui a eu lieu dans le cas du cinéma italien, qui chacun, pendant une courte période, ont été produits de manière assez intense, voire un peu excessive par moment. Donc il y a eu le western, le cinéma d'horreur, le polar, mais avant tout ça, au milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 60, avant que le western, finalement, un genre un peu plus réaliste, entre guillemets, ou en tout cas un peu plus réaliste, en tout cas plus sale, on va dire, arrive. Il y a eu vraiment l'âge d'or du péplum, donc en Italie, Thibaut. Source entre 60 et 64, c'est 14 productions de la production cinématographique 14%. italienne. 14%. Ouais. Il y a 130 péplums qui sont posés. Ce qui est quand même énorme. Et donc, effectivement, quand ils s'engouffrent dans cette brèche-là, à la fois, ça commence par des films, on va dire, un peu plus réalistes, le Spartacus de Freda et compagnie, et très vite, ça... dans la lignée des films américains des années 50, du revival péplumesque américain des années 50. La couleur, le format large et compagnie, qui justement un peu impose ce genre de spectacle un peu plus coloré, on va dire, et relativement vite, en tout cas à l'échelle de l'histoire du cinéma
donc du cinéma, les Italiens vont justement plonger, comme on le disait, vers des choses un peu plus fantaisistes, plonger vers des mondes fantastiques, M'assiste en enfer, M'assiste Hercule à la conquête de l'Atlantide et compagnie. Donc tout Hercule un contre les sous-genre. vampires. Hercule contre les vampires, M'assiste contre les vampires. Hercule contre les vampires, dans lequel il n'y a pas du tout de vampires par ailleurs, le film de Mario Bava, et où en fait à la fois on va plonger dans un monde beaucoup plus pulp, beaucoup plus pop aussi, dans lequel les rôles principaux seront souvent joués donc par des culturistes, Steve Reeves, Rick Park et compagnie, qui sont souvent des culturistes américains, mais pas que, qui viennent faire carrière en Europe, et justement pour pouvoir exhiber leur biscotto en tant qu'ancien Monsieur Monde ou bien Monsieur Univers. Et où justement ils vont se retrouver à jeter des énormes rochers en carton-pâte sur des créatures diverses et variées, parfois en stop motion, avec des créatures mythiques qui viennent du folklore égyptien, grec, romain, parfois un amalgame de tout ça, dans un mélange assez détonnant. Et au milieu de tout ça, on aura des films, on va dire, un peu plus réaliste, en tout cas basé sur soit sur les écrits de Virgile ou Homère, notamment La guerre de Troie connaîtra plusieurs variations diverses et variées. On entendait tout à l'heure un extrait de la bande des romans aussi, genre Quo Vadis, oui, ou les derniers jours de Pompéi, aussi des romans plus tardifs en fait. On entendait tout à l'heure un extrait de la bande originale de La guerre de Troie de Ferroné, qui est probablement un des péplums que j'ai le plus vu de ma vie, que j'ai vu dès tout petit. Qui est un très mignon cheval de Troie, qui est tout mignon. Oui, qui est super beau. Qui est mignon comme tout. Magnifique. Ouais. Qui est vraiment tout choupinet, qui est vraiment super beau. T'as un des frères Carradine qui joue dedans, qui joue Ulysse, qui est absolument génialissime de cabotinage, et en plus fait assez rare. Le film commence vraiment à la fin donc de l'Iliade, avec la mort d'Hector donc par Achille, et c'est comment Énée en fait, qui est un personnage un peu secondaire de l'Iliade. De l'Iliade, oui. Mais qui est par contre un personnage super important de l'Énéide, de Virgile. Mais dans l'Iliade, c'est pour ça qu'après en fait ça prend un peu des mélanges entre l'Iliade et puis l'Énéide, ça mélange un peu les sources, et c'est un peu comme on en parlait tout à l'heure, une des caractéristiques du péplum, c'est de faire un genre de pot pourri ou de mash-up entre différentes influences, à la fois différentes sources écrites, mais aussi différents genres de cinéma. Et c'est ce qui, je trouve, fait toute la beauté de ce genre qu'est le péplum, qui est un genre un peu fourre-tout, mais dans lequel il y a tellement de choses tellement belles, c'est tellement chabraque, que je trouve qu'il y a un charme immédiat dans ces films-là, d'autant que, comme on en parlait aussi il y a quelques semaines, sur les techniciens italiens, c'est quand même des gens qui sont hyper aguerris, qui sont à l'aise dans tous les genres, décor, lumière, à la fois les metteurs en scène, mais surtout en termes techniques, en termes de photos, en termes de décors, en termes de costumes. C'est assez hallucinant, je trouve, la somme de talent qu'il y a dedans pour faire ce genre de film. Dans les Titans, moi j'ai trouvé qu'il y a des... Alors d'une part, dans les grottes, dans toutes les scènes de grottes, il y a des espèces d'éclairages un peu Mario Bava, que moi je trouve toujours très sympa, qui suintent les années 60, mais que je trouve vraiment super charmant. Et alors moi j'ai été assez surpris, pour un film qui est quand même pas une si grosse production que ça, des effets spéciaux, je trouve qu'ils, dans l'ensemble, tiennent plutôt bien la route, et même que c'est rationalisé. Ouais, et comment dire, il y a des scènes où, le personnage interprété par Julien Gemma, donc qui est le personnage principal, Krios, devient invisible. Et des scènes où il fait des blagues à des soldats, avec une épée, avec des pas, des pas dans la boue et tout ça. Oui, même il laisse ça en vision subjective, ça, aussi. C'est super aussi. Bien malin. Super aussi. Avec la petite blague qui va bien avec. Qu'est-ce que je fais ? Mais oui, je suis invisible. Et les Titans, c'est intéressant parce que en plus c'est un film, on va dire, relativement tardif dans le péplum, parce que donc c'est 62, et qui en fait très dans le péplum, mais comme dans le western après en Italie, c'est devenu assez vite méta-réflexif. Et c'est Astérix à la fin. Et presque un genre de pastiche finalement de ce qu'est le péplum, comme si... En fait, ce qui est beau dans le péplum, c'est que c'est quand même des histoires, on va dire, assez sérieuses, qui sont faites de manière un peu légère. Mais par des gens qui prennent ça au sérieux. C'est marrant, je fais vraiment le parallèle avec Astérix. Astérix, ça commence à peu près au même moment. C'est au début des années 60, les premiers Astérix. Je sais plus quelle année c'est le Astérix le Gaulois, mais je dirais que c'est 62, 63, enfin c'est vraiment... Comme les Beatles. Voilà, c'est vraiment le tout début des années 60. Oui, mais avec un peu plus de lien quand même avec l'Empire romain et le péplum, quoi, que les Beatles. Enfin, même si bon, voilà. Mais voilà. Il n'y a pas un personnage de péplum dans 59, dans la couverture de Sgt. Pepper. Sûrement. Et tu vois, et moi ça je trouve ça intéressant parce que tu vois, les Titans, j'étais assez surpris que la dernière demi-heure, qui est quand même une grosse baston, on est à mi-chemin entre Astérix et Bud Spencer et Terence Hill. Qui malheureusement n'ont jamais fait de péplum. Et comment Stéphane Lacombe lui parle, et ça j'étais assez intéressant parce que j'avais pas forcément vu ça. Il parle dans le truc, il dit mais en fait ça annonce déjà un peu sans le savoir, ça annonce Jackie Chan.
Et c'est vrai que Giuliano Gemma, qui est gymnaste de formation, donc qui est ça se quelqu'un voit. et qui a quand même la gambette, qui lève bien la gambette quand même, qui fait des super trucs. Et qui adore le trampoline. Ouais, qui adore le trampoline. Les barres parallèles. Ouais, les enfin, barres. vraiment un gymnaste complet. Il fait tout et il fait des super plans de saut à la coréenne, c'est-à-dire les deux pieds en avant dans la poitrine des gens. Oh, moi ça m'a beaucoup plu. Moi ça m'a beaucoup plu. Il saute partout. En plus moi j'adore Giuliano Gemma. Moi j'adore cet acteur. J'ai toujours kiffé cet acteur. J'ai toujours trouvé que c'est à la fois parce que c'est un super comédien. Il est content d'être là. Voilà, il est hyper content d'être là et c'est un mec qui est pas désagréable à regarder en plus. Donc ça gâte rien effectivement. Et en plus il en parle aussi Lacombe, c'est par rapport à d'autres acteurs de Peplum. C'est un mec qui est quand même musclé parce que c'est un gymnaste, mais c'est pas des biscottos comme. C'est pas de la gonflette. Par contre c'est pas de la gonflette. Ouais. C'est du vrai muscle de mec qui fait de la gym, quoi. Et ça, c'est le parti pris intéressant du film, justement. C'est le fait de donner le rôle principal, non pas à un culturiste un peu inexpressif, comme c'est le cas quand même qui est un peu le point faible de beaucoup d'autres massistes ou Hercule ou des choses comme ça, même si moi j'aime bien Rec Park par exemple. Moi aussi. Donc, je suis un peu moins convaincu par Steve Reeves, que je trouve un peu monolithique, mais Rec Park, il y a un petit côté un peu plus léger, second ouais, degré. moi j'ai souvenir je crois que c'est Hercule à la conquête de l'Atlantide, où c'est un peu plus fun, tu vois, voilà, où ça marche bien. Et là je trouve que Giuliano Gemma, tu vois comme une palette d'acteurs, une capacité d'acteur, une capacité burlesque d'acteur que beaucoup d'autres de ces comparses n'ont pas vraiment, même si les autres titans sont très sympas à la fin. Et moi je trouve qu'il y a vraiment un côté, tu vois, mi-Astérix, mi-Bud Spencer, Terence Hill, avec par exemple un truc moi qui me fait beaucoup rire à la fois dans la première scène au début du film et la dernière scène qui se passe donc dans la ville, voilà, où il fout le bazar. Moi c'est un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'à chaque fois que tu ouvres une fenêtre, t'as une jolie fille de l'autre côté qui a l'air très contente d'observer tous ces jolis mecs en jupette en train de sauter partout. Voilà, donc c'est un film et moi j'ai beaucoup aimé justement cette espèce de truc un peu coquin qu'il y a avec la princesse. Avec la princesse. Surtout que les persos de femmes dans les péplums, c'est quand même parfois un peu ambivalent, quoi. À la fois, parfois, elles ont des vrais rôles qui sont joués par des comédiennes qui justement ont un truc à défendre. Des Sylvia Cossina, et parfois t'as un peu le pendant inverse, c'est genre vraiment la princesse à sauver, les bimbos, comme les Swashbuckler et compagnie. Les bimbos. Et sauf que là, je trouve qu'il y a de la même manière qu'il y a une utilisation du gros muscle qui est sympatoche, il y a une utilisation de la bimbo qui est sympatoche aussi. C'est-à-dire que ce qui normalement est plutôt, on va dire, un peu, ce qui est quand même joyeusement racoleur dans ce genre-là, je trouve que Tessari comprend suffisamment bien le genre pour arriver à dire ouais mais c'est pas vraiment sérieux tout ça, allez hop, allez. Parce que si après tu veux du racoleur, t'auras Messalini et Caligula, t'auras les films de Bruno Mattei, tout les ça. amours de Pompée, les amours de Cléopâtre, les amours de machin, la vie sexuelle de Trucmuche, voilà. Avec des figures avec des figures féminines qui sont toujours utilisées comme des espèces de figures de pécheresses, dans un pays catholique, hein, donc il y a toute la répression catholique qui ressort aussi dans tous ces films-là. C'est des gros machistes. Machisté, il me semble que c'est lié, hein, les deux racines, le macho, le machisme et le fait machisté, c'est lié, il me semble, hein, je pense étymologiquement. Ah bah oui, mais si c'était pas vraiment le personnage le plus progressiste. Alors, c'est à la fois macho, et alors c'est évidemment ça l'intérêt de voir ça évidemment de manière rétrospective, c'est que c'est quand même hyper homoérotique. Ah bah ouais, quand c'est même. À mort homoérotique, et ça l'était déjà, c'était déjà conçu à l'époque comme tel, parce que souvenons-nous, dans The Celluloid Closet, cet excellent documentaire le scénariste de Ben-Hur qui explique, Gore Vidal qui explique que dans le baigneur de Wyler, hein. Voilà, dans le baigneur de Wyler, entre en fait, Heston et Stephen Boyd. Et Stephen Boyd, et il vous disait à Stephen Boyd, joue là comme si c'était ton amant, et on va pas le dire à Charlton Heston qui lui va jouer comme qui va jouer comme Heston, qui roule de mécanique et qui est très très content de prendre les poses où on verra le mieux ses muscles saillants. Et qui se rend pas du tout compte en fait qu'il devient une espèce d'icône gay en fait sans le savoir en fait. Donc il y a aussi cet aspect-là dans ce film-là, c'est-à-dire que à la fois c'est de l'exploitation. Et en même temps, c'est carrément, c'est la fameuse, tu aimes les films de gladiateurs dans Y a-t-il un flic pour sauver l'avion, quoi. Ou c'est dans vraiment la ça, scène quoi. coupée du Spartacus de Kubrick, tu préfères les huîtres, machin, t'aimes ça, tu manges comment Oui, qui est assez limpide quand même, quoi, comme genre de scène. J'ai même là, on va dire un peu vulgaire. Voire un peu bas du front. Voire un peu bas du front. Qui a écrit Ben-Hur déjà, je ne sais pas. C'est que je me demande, c'est pas Gore Vidal. C'est Gore Vidal aussi. Quel gros coche. Qui adorait mettre des références homo dans ses Spartacus. Ouais. Le Spartacus de Kubrick. Non, c'est Dalton Trumbo. Ah, c'est Trumbo qui l'a écrit, ouais. Ah, c'est Trumbo, effectivement. Oui. Mais après, c'est vrai que si on a envie de se plonger passionnément dans le péplum, c'est vrai qu'on peut oublier le péplum américain parce que c'est des grosses machines, et on peut aller vraiment plonger dans les grottes et dans les cavernes du péplum italien. Alors, autant les Titans, j'ai trouvé le film, comment dire,
c'est un péplum et il reste dans son genre de péplum. Moi, il y a un film qui m'a beaucoup impressionné dans ce genre-là, parce qu'il va ailleurs, c'est Massiste en enfer de Ricardo Freda, parce que voilà, tu as ce jeune homme, donc Kirk Morris de mémoire, l'acteur qui joue Massiste, qui se balade comme ça, torse-poil, avec sa petite jupette, mais il se balade où ? Il se balade en Écosse, en pleine chasse aux sorcières, dans un espèce de gothique anglais, où on se dit, en fait, ça n'a rien à voir, mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas, justement, voilà, mais pourquoi pas ? C'est ce qu'on disait, c'est tout le truc du péplum, c'est pourquoi pas ? Le film est extrêmement impressionnant, parce que la Massiste est vraiment au top. Moi, je trouve qu'il est au top de sa forme, en termes de beauté, en termes de force, et en termes de morale. Mais c'est de le voir aller dans ce... Alors, il va pas dans le château gothique, mais là, il y a une séquence avec un design sonore qui est absolument délirant, où en fait, la sorcière a des... Enfin, l'héroïne a les voix entend des voix de sorcières. C'est époustouflant, et surtout les scènes de caverne, les scènes dans les enfers, sont photographiés, comme tu le disais, il y a un petit côté giallo qui est franchement pas pour me déplaire. Freda, Bava, c'est des mecs au départ, c'est pas des mecs qui ont envie de faire du péplum, c'est des mecs qui font du péplum parce que ça se fait. Mais sauf que Bava, c'est un technicien, c'est un chef opérateur donc et les mecs, un spécialiste des effets optiques. Et c'est ça aussi qui est bien avec le péplum, justement, c'est que chez les Italiens, le péplum, en fait, c'est une manière, mais comme le western plus tard, c'est une manière d'investir finalement son imaginaire à soi dans un genre ultra codé. Comme je disais, les metteurs en scène et les techniciens, ils ont tout fait, même Umberto Lenzi, quand même, ce gros sagouin a fait des péplums. Moi, je continue à avoir une certaine affection pour le. Mais moi aussi, c'est comme Sergio Martino, c'est des tâcherons, et il aime bien. Pas toujours des tâcherons. Il aime bien. Serge Martin a fait des vrais bons trucs. J'adore La Vision de l'Apocalypse. J'adore ce film. J'adore ce film parce que c'est justement parce qu'il y a aussi un truc dans le péplum, moi, que je trouve qui est vraiment et que tu trouves dans les Titans, c'est qu'il n'y a pas de, c'est hyper candide comme truc. C'est candide comme les films de Godzilla à la même époque. C'est-à-dire que tu as cette espèce de truc qui a disparu dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée que tu pouvais faire vraiment des films au premier degré, qui aujourd'hui, évidemment, avec la patine du temps, peuvent sembler un peu has-been, ridicule, etc., etc. Et je comprends le tout à côté fait. carton-pâte. Voilà, je comprends comment, mais qui pour peu qu'on ait une certaine petite affection pour les jolies maquettes, pour les éclairages. Moi, j'adore les maquettes. Bah voilà, c'est pour ça que j'adore Margheretti, moi. Bah oui. Parce que j'adore les maquettes. Et, j'aime beaucoup Margheretti. Excellent réal de film gothique. Et excellent réal de western aussi, un très bon western. Bon, bref, toujours est-il que tous ces gens-là, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu sens le côté. Moi, j'aime bien ce côté artisanal. Moi, j'aime bien ce côté. C'est pas les films les mieux faits, c'est pas les films les plus chers, c'est pas les films avec les plus grosses stars, c'est pas les films les mieux foutus d'un point de vue dramaturgique, mais par contre, c'est des films où t'en as toujours pour ton argent quand tu les regardes. Et qui, mine de rien, dans pas tous les films, mais dans beaucoup de films, arrivent à trouver des trouvailles ou des astuces visuelles qui expérimentent. Toujours. C'était Nicolas Boukrieff qui parlait un jour dans un bistrot de l'horreur, justement, d'un film d'horreur italien, un peu vraiment de basse catégorie, mais il disait, le film est un peu chiant, mais tout le début du film, ce qu'ils font avec leur caméra pour créer des effets optiques, un peu de folie et compagnie, il fait, t'as jamais vu ça ailleurs. Parce que les mecs, t'as un technicien qui aura une idée, qui va le montrer oral, qui va dire, ok, on fait ça. Et il y avait ce truc de circulation entre toutes les personnes qui faisaient le film, où tu peux donner des idées en termes d'effets optiques, en termes de jeu, en termes de trouvailles de mouvement. Tu vois, un coup tu fais un Antonioni, un coup tu fais un Fellini, un coup tu fais un péplum, quoi. Y compris pour les comédiens, c'était pareil. Exactement. Et dans les Titans, moi par exemple, j'ai retenu, il y a notamment des plans séquences assez dingues. Alors il y a le plan séquence en vue subjective dont tu parlais tout à l'heure, qui est vraiment super. Et il y a un super plan au début de la scène de la chasse, où ça part en fait, tu vois tous les soldats arriver, ça monte jusqu'à la tribune, après t'as tout un truc de dialogue avec Julien Legema et tout, c'est waouh quoi. Enfin je veux dire, il y en a un autre aussi, un autre plan séquence comme ça à la fin, dans la scène de la vie, à la fin dans la baston finale, et je me suis dit bah tu vois, c'est quand même c'est des trucs avec 500 personnes à l'écran quoi, donc c'est pas même le plan final il est super, il est très sympa, il est super, ça recule avec le couple qui s'embrasse, mais t'as tout. Il arrête pas de faire ça d'ailleurs, Tessari, il arrête pas de faire des trucs où il recule et il place des éléments dans le champ au fur et à mesure qu'il recule. Parce qu'il avait un radio travelling, fallait bien le rentabiliser. Ah ouais, mais il est bien rentabilisé. Il est super bien rentabilisé. Et ben en parlant de quand ça marche une fois, ça marche toute une fois. En parlant de bien rentabiliser, tu parlais de côté premier degré mais sans se prendre trop au sérieux. Par contre, il y a un côté premier degré mais en se prenant vraiment beaucoup au sérieux. C'est tout le revival du péplum que Hollywood nous a pondu depuis, on va dire, Gladiator. Ouais, en gros, c'est ça, parce qu'après, il y a eu quelques épiphénomènes qui étaient plutôt justement des films, ou alors quelques trucs à la télé dans les années 80-90. Il y a eu le choc des Titans au début des années 80, des machins comme ça. Vraiment pas mal de mini-séries
toujours des trucs en Italie où justement les techniciens du cinéma partaient plus à la télé. Mais Et c'est c'est Gladiator, vraiment avec Gladiator en 2000 qui a été un carton que personne n'attendait parce que justement le film antique ça marchait plus du tout et qui a relancé une genre de mini vague justement, donc Rome, la série Spartacus, 300, Alexandre d'Oliver Stone et compagnie. 3 de Wolfgang Petersen. Ouais, Tout mais- ceci se prend. J'aime beaucoup 3 moi. Alors moi j'aime bien 3, j'aime bien Alexandre aussi. d'Oliver Stone aussi de Oui, Oliver Stone, Oliver Stone, ouais. Faudrait que je revoie Donc- tout ça. Moi, j'ai vu ça. Alors, dans les années j'aime 2000, vraiment j'étais beaucoup, fou, mais un peu c'est chiant. vrai que c'est un cinéma. Il y a le 300 de Zack Snyder. Tout Oh ça là se là. prend vraiment très 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 au sérieux. Heureusement que pour sauver la mise, il y a notre bon cher Paulo W.S. Anderson qui nous pose un Pompéi, voilà, de ci de Avec là. Kit Et il y a un Harington. Spartacus tout pourri fait par un Russe aussi. Ah oui. Et il y a aussi le Hercule de Brett Ratner. Et il y a le Hercule de Brett Ratner. Donc heureusement qu'ils sont là, ces bons vieux tâcherons. Alors, pas Brett Ratner. Hein. Non, pas Non, Brett pas- Ratner. non. Non, ça c'est vraiment. Par Brett contre, Ratner, c'est on a vrai. quand même de la sympathie pour Paul W.S. Oui, oui, Anderson. oui, oui. Mais c'est un tâche. Mais encore une fois, c'est un tâcheron. Non, mais il est sympathique. C'est un Mais tâcheron heureusement qu'ils sont là pour rabaisser un petit peu le niveau d'un genre. Non, mais d'un genre. qui se prendrait trop au sérieux. D'un genre qui Ouais. se prendrait trop Ouais. au sérieux, Ouais, parce je suis qu'au d'accord. final, les Américains, on va dire que Mais la quelque part, chute- le Mel Gibson, il y a quand même un côté. La Passion du Il Christ. y a quand même un côté nanardeux pour moi dans ce Oui, mais film-là. justement, quand parce même, dans les qu'il too tournait much, en quoi. Italie avec tous les techniciens italiens, on se dit tiens, on va faire un film gore à l'ancienne, et c'est vraiment dégueulasse. Parce que- Et il y a ce côté grotesque, justement. Anthony Mann, c'est 1960, la chute Dolores, de 64, je 64, crois. la chute de l'Empire ouais. romain. Donc en fait, Anthony Mann, il clôt le truc. Les Italiens, ils sont en train de s'amuser. Bon, on est sur la fin quand Mais même. pareil, Mais ils sont en 65 train c'est de- terminé en Italie. Oui, hein. mais ils sont quand même en train de s'amuser alors qu'on est sur du péplum crépusculaire. Donc, au bout d'un moment, eh ben, on va reprendre le truc, mais beaucoup trop. Enfin, même le Cabiret de Pastrone, qui est un film très sérieux. Hein, enfin, c'est vraiment une super production. Me paraît pas aussi conscient de son sérieux et conscient de son Ah, c'était le début, de quoi. son excellence. Et là, avec Peterson, avec Ouais. Stone, voilà, je trouve que et bientôt en fait, avec en fait, Nolan, Il y a pas aussi, bien c'est sûr, vraiment The là-dessus. Barbarian de Castellari. Ouais, mais justement, cet esprit de sérieux, c'est marrant parce que c'est ce qui a un peu tué aussi le péplum américain, moi je trouve. Parce que tu Bah vois, oui. les films sur les voies, tu vois, Le Roi des Rois, tu vois, et fait pourtant par des mecs, Nicolas Ray, John Ah bah Huston, oui, bah oui. Howard Hawks, La Bible enfin, de ouais, tu vois, Houston. la Sans Bible voir. de Houston, c'est un peu chiant. Enfin, tu vois, Oui, c'est il y en chiant. a des plus fun, hein, des Houston. Et pareil, des Nicolas Ray, il y en a des plus fun, quoi, tu vois. Enfin, et quelque part, le fait d'être trop sérieux, d'être trop gros, trop machin, bah, ça donne Cléopâtre qui fait exploser, qui fait vraiment exploser le genre en vol, quoi. Qui a quand même fait quelque part. couler la Fox. Et encore une fois, Anthony Mann, moi je reste encore vraiment sur La Chute de l'Empire romain, qui est vraiment pour moi un film à part, tourné en Europe, tu vois, en Espagne, et vraiment qui est vraiment un film qui a pas eu trop de succès à son époque, mais qui est vraiment un Enfin, film, bide, à mon avis, mais qui, à mon avis, fonctionne vachement mieux que tous ces films de un peu fin de règne du péplum américain, justement, et où il y avait non seulement c'était pas fun, mais même le côté spectaculaire commençait à devenir un peu chiant, quoi. Bref, voyez et revoyez des péplums, les péplums italiens notamment, c'est toujours une Moi, splendeur. je voudrais bien voir un péplum avec Godzilla. Alors peut-être que Ça serait super. c'est d'ailleurs bizarre que ça n'ait pas existé. à Ça l'époque. serait super d'avoir un truc où genre Pompéi serait détruit par Godzilla, ça serait génial. Donc vous revoyez des péplums, notamment Les Titans de Tessai qui vient de ressortir en DVD et Blu-ray chez Amini, parce que c'est quand même super bien quand les muscles rôdaient sur la terre. On va s'arrêter là et on va passer au coup de cœur. C'est nul, 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 nul. Aucun goût. No taste. Goût de chiotte. Les coups de cœur carrément Florent. Alors moi j'ai dit dans l'émission que c'était le baignure de Fred Niblo, mais en fait pas du tout, c'est le Massiste en enfer de, Faut mettre les deux, hein, c'était- Ricardo Fredo. Ah bah allez, je Alors. mets les deux. C'est les vacances. Allez, je vous en C'est fais deux l'été. pour le prix Voilà, d'un. on a le temps. Voilà, un péplum très classique américain, des séquences de foule délirantes et les apparitions du Christ sont ultra spectaculaires. Vraiment, ça vaut le coup. En plus, avec un proto-technicolor qui commence à arriver, l'appareil des travelling hallucinants. Ouais, c'est dingue. Voilà, et une course au char qui est déjà mythique. Et puis Massiste en enfer, parce que Massiste dans le gothique anglais, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Merci, docteur. Alors moi ça sera une série américaine que j'ai découverte récemment, qui n'a qu'une saison à son actif pour l'instant, qui s'appelle Widow's Bay, vient de se terminer, voilà, ouais. qui est Widow's Bay, qui est une sorte de pastiche de Stephen King avec Matthew Rhys. C'est vachement bien. Si vous avez aimé The Chair Company, c'est un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire un mélange d'horreur, de fantastique et de trucs débilos. Voilà, donc c'est plutôt bien. Et mon deuxième coup de cœur, ça sera donc mon filleul Milo qui a eu son bac aujourd'hui, et donc je le félicite Bravo, bien Milo. fort. Voilà, je le félicite Bravo. bien fort. Voilà, il a le droit aux félicitations de toute l'émission, de toute la Exactement. rédaction. Voilà. Sinon, moi, ce sera deux choses, hein, puisqu'on parle de Dieu, donc ce sera toujours recommandé l'excellente émission de Pierre J. de Lacombe sur France Inter, Quand les dieux rôdaient sur la terre, qui est plutôt
un hellénisme et qui parle justement de tous les mythes et de toutes ces figures mythologiques. C'est une émission absolument passionnante, racontée de manière délicieuse. Et sinon, on l'a vu au cinéma la semaine dernière avec le doc, c'est The Furious de Kenji Tanigaki, qui n'est pas le sur-chef-d'œuvre qu'on a pu nous vendre, mais qui était quand même un film de baston qui bastonne bien, où les mecs deviennent des steaks hachés ambulants, notamment dans un combat final, un genre de boucaquet avec 10 bras qui se foutent sur la gueule. C'était absolument merveilleux. C'était super. Donc merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Thibaut, bon été, puisque bon été à vous partez en vacances. à tout le monde. On se quittera la semaine prochaine avec Mon Général. Merci beaucoup Margot, la mise en son de cette émission. Merci docteur, prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.